37, 41, 62, 78, 96, 105. Je vois les... Vous les voyez, Karim? Non, le nombre de En connectés, participants? il apparaît. Ah oui, en bas. 105, c'est ça? Ouais. On attend. Ça a l'air de s'arrêter à 105. Déjà pas mal. Ouais. Bon, on va peut-être commencer. Euh, Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre donc sur ce webinaire qui est organisé par le laboratoire Mérinal sur une thématique qui est très importante et qui intéresse beaucoup de monde. En l'occurrence, dans le contexte du Covid-19, il y a eu beaucoup de discussions donc, sur les facteurs de risque, en particulier les facteurs de risque cardiovasculaires, et d'une part, et d'autre part, toutes les questions qu'on se pose sur le traitement par l'hydroxychloroquine. Je suis ravi également de recevoir le professeur Karim Ouabi, qui a accepté d'animer cette conférence. Alors je le présente brièvement. Donc, le professeur Karim Ouabi est cardiologue à l'hôpital Cochin et à l'Université de Paris. Il est diplômé de la faculté de médecine de Tours et, a effectué donc, son internat à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc, il a développé une expertise dans le domaine de l'insuffisance cardiaque et des cardiomyopathies et dirige aujourd'hui un centre de référence pour les cardiomyopathies neuromusculaires à l'hôpital Cochin. Il est très impliqué en recherche clinique et fondamentale, et plus spécifiquement en ce qui concerne la prévention de l'insuffisance cardiaque et de la mort subite. Donc, il nous a paru intéressant de le faire intervenir dans ce contexte pour donc éclairer les médecins algériens par rapport à cette thématique qui nous paraît très importante. Sur ce, je vous passe la parole, professeur Ouabi. Alors, juste un petit point. Donc, la présentation se déroule en deux temps, avec un focus sur les anomalies cardiovasculaires. Et puis, on va s'arrêter pour répondre à quelques questions. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura un focus un peu plus appuyé sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine et toutes les questions liées au traitement de l'hypertension et la conduite à tenir dans ce contexte. Je vous passe la Merci beaucoup. parole, Karim. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Donc, je suis très content de partager avec vous autour de ce sujet, qui est un sujet difficile parce que l'infection Covid-19 est une infection qui concerne tous les pays dans le monde. On est face à une maladie qui touche un effectif de patients extrêmement important et on est en même temps face à des enjeux majeurs puisqu'il y a des complications vitales et un pronostic vital qui peut être engagé pour une pathologie qu'on découvre, qu'on connaît juste depuis quelques mois. Et donc, c'est avec beaucoup de modestie, je pense qu'il faut aborder la prise en charge de ces patients qui est assez compliquée. Et effectivement, c'est une pathologie principalement respiratoire, mais pour lesquelles il y a aussi de grandes problématiques autour du cœur, à la fois en ce qui concerne toute la partie thérapeutique autour de l'hydrochloroquine et de ses conséquences cardiaques, et également du fait de l'atteinte par le virus lui-même du système cardiovasculaire, à la fois le muscle cardiaque et les vaisseaux. Donc, le premier point que je vais aborder donc, dans cette première partie, comme on vient de le mentionner, touche à l'utilisation de l'hydroxychloroquine et à sa tolérance chez des patients spécifiquement atteints par l'infection Covid. Je vais dire quelques mots du mécanisme d'action sans rentrer dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt ici, mais pour essayer un petit peu de comprendre les choses.
L'hydroxychloroquine a un effet ubiquitaire. Le médicament est stocké dans les vésicules intracellulaires, dans un certain nombre de localisations. Elle a pour conséquence, par un certain nombre de mécanismes, l'inhibition de l'activité de plusieurs protéases. Et ça a pour conséquence, tout d'abord, l'inhibition de la production de facteurs pro-inflammatoires, le TNF-alpha ou l'interleukine 6, ce qui explique son effet anti-inflammatoire dans les maladies rhumatologiques qu'on l'utilise et qui explique aussi sans doute une partie de son effet en ce qui concerne l'infection Covid, parce qu'une grande partie de l'expression de la maladie est liée au-delà de l'infection du virus, est liée à la réponse immunitaire et notamment une réponse immunitaire exacerbée trop forte chez un certain nombre de patients. La deuxième chose, c'est que l'hydroxychloroquine agit également sur l'expression de récepteurs qu'on appelle les récepteurs ACE2. On va reparler un petit peu après par rapport à tous les questionnements qu'il peut y avoir autour de l'utilisation de traitements antihypertenseurs comme les IEC ou les AA2. Eh bien, en agissant sur ce récepteur-là, elle a pour effet également d'inhiber l'entrée du virus dans les cellules qu'il est censé infecter, d'où un effet, d'une certaine manière, protecteur. Et puis la troisième chose, c'est que cette molécule agit à un autre endroit, qui est des canaux au niveau cardiaque, qu'on appelle les canaux potassiques, qui jouent un rôle en physiologie très important, notamment au moment de la repolarisation du cardiomyocyte. Et l'utilisation d'hydroxychloroquine a pour conséquence une diminution de l'activité des canaux potassiques et, secondairement, un allongement d'intervalle QT qu'on peut observer à l'électrocardiogramme. Et au-delà d'un certain seuil, cet allongement du QT peut avoir pour conséquence des torsades de pointe, donc des troubles du rythme qui peuvent être responsables de mort subite. Et tout l'enjeu, quand on prend en charge des patients traités, notamment dans le contexte d'infection Covid, c'est de ne pas mettre le patient dans une situation à risque. Et pour ça, il y a des protocoles que je peux essayer de vous présenter pour la surveillance de la tolérance du traitement. Je disais, la surveillance de l'effet et la tolérance du traitement au niveau cardiaque repose sur une mesure assez simple, qui est la mesure de l'intervalle QT. Alors, la mesure de l'intervalle QT est simple, mais pas que ça, dans la mesure où souvent les appareils qui donnent une mesure automatisée on peut avoir tendance à surestimer ou sous-évaluer l'intervalle QT. Donc, je crois qu'il faut être assez systématique. Quand on se pose la question du traitement ou quand on surveille, comme on va le voir un petit peu après, il faut quand même essayer de mesurer directement l'intervalle QT et pas utiliser la mesure automatisée, idéalement en utilisant les dérivations D2 ou V5 et en le corrigeant en fonction du niveau de fréquence cardiaque. Parfois, on est ennuyé de manière très concrète quand on voit un patient à qui on veut donner de l'hydroxychloroquine. On lui fait un électrocardiogramme, un pacemaker, et on sait que ça peut biaiser la mesure de l'intervalle QT. Donc, si on veut être sûr de ne pas surestimer le QT, il faut le corriger en fonction de la largeur de l'intervalle QRS mesuré à l'électrocardiogramme avec cette formule qui est toute simple. Ensuite, une fois qu'on a mesuré l'intervalle QT, comment interpréter la mesure? Alors, les valeurs seuil ne sont pas tout à fait les mêmes chez les hommes et chez les femmes. On sait que la valeur moyenne du QT chez l'homme est de 410 et chez la femme de 420 millisecondes. Et ce qu'on considère comme une valeur anormale, 99e percentile, c'est 470 millisecondes chez l'homme et 480 millisecondes chez la femme. Donc, au-delà de ces valeurs, on a un QT qui est allongé. Ensuite, plus l'intervalle QT s'allonge, plus le patient est exposé au risque de torsade de pointe et d'autres complications rythmiques. Au-delà de 470 millisecondes et de 480 millisecondes jusqu'à 500 millisecondes, on considère que ce risque existe et qu'il est modéré. Mais au-delà de 500 millisecondes d'intervalle QT corrigé, clairement, on est dans une situation où le risque d'arythmie est important. Un autre cas de figure où le risque d'arythmie est important est celui de
d'un allongement du QT sous traitement. C'est-à-dire qu'on mesure l'intervalle QT avant et après traitement et on constate un allongement du QT. Et si cet allongement est à plus de 60 millisecondes, eh bien, ça veut dire qu'on est dans une situation de réponse dynamique au traitement où le patient peut être potentiellement exposé à un risque d'arythmie. Alors, là, l'objectif du jour est de présenter les cas de figure qui peuvent exposer le patient à un risque. Heureusement, il ne s'agit pas du cas de figure le plus fréquent. On a quelques données publiées par des équipes expertes dans le domaine aux États-Unis, notamment à la Mayo Clinic. 90% des cas, on est dans le cas de figure où l'intervalle QT n'est pas allongé. L'allongement modéré de l'intervalle QT est retrouvé dans à peu près 9% des cas. On est plutôt dans 1% des cas dans des situations à risque. Il ne faut pas passer à côté. Alors finalement, quels sont les patients qui ont une susceptibilité, c'est-à-dire un risque d'avoir un allongement du QT et de développer des complications? Et encore plus si on rajoute d'autres médicaments. Alors tout d'abord, il y a les patients qui ont une particularité qui est rare, qui concerne un individu sur 2000, qu'on appelle le syndrome du QT long congénital. Alors vous voyez qu'on est sur une maladie qui est rare, mais si on traite plusieurs centaines de milliers de patients, eh bien, on va être forcément dans une situation où on va exposer un nombre significatif de patients ayant cette maladie-là. La deuxième situation qui est beaucoup plus fréquente est celle des patients qui ont un ou plusieurs médicaments qui agissent sur la repolarisation, qui vont allonger le QT. Et là, le cocktail, le mélange des médicaments, il va y avoir un effet cumulatif et un risque accru. Et c'est notamment le cas quand on traite les patients, quand on se pose la question de traiter quelques patients Covid, puisqu'il y a des protocoles de traitement qui reposent sur l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, qui tous les deux peuvent allonger l'intervalle QT. Ça doit inciter à une vigilance supérieure parce que ce sont des patients plus à risque. L'autre point qu'il faut savoir, quand on est de manière très concrète face à un patient pour prendre la décision de traiter, alors les indications à traiter sont principalement chez les patients ayant déjà une forme suffisamment sévère de la maladie pour que le patient soit hospitalisé. Et entre des formes sévères nécessitant une hospitalisation, un petit peu d'oxygène, et des formes très sévères avec une ventilation mécanique pour un SDRA, il y a un continuum. Et on doit apprécier dans ce continuum-là, finalement, le niveau de risque pour le patient. Et la décision de traiter, parfois, elle peut être retenue, même si on voit qu'il y a une modification de l'intervalle QT significative, si on attend un bénéfice important du traitement. Donc la décision elle doit être prise vraiment individuellement pour chaque patient, en fonction du bénéfice attendu et du risque tel qu'on peut l'estimer. Et il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte quand on traite, c'est-à-dire qu'on évalue ces paramètres-là, mais il faut aussi garder à l'esprit le fait qu'il y a un certain nombre de facteurs, de leviers qu'on peut actionner pour moduler l'allongement du QT. C'est-à-dire qu'il y a les traitements que l'on donne, il y a des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs qu'on peut corriger. Il y a un certain nombre de médicaments qui peuvent allonger le QT. Il y en a beaucoup en dehors de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine. Il y a également un certain nombre de perturbations métaboliques, c'est-à-dire que si le patient a une hypocalémie, une hypomagnésémie, le QT sera allongé et si on les corrige, eh bien, on peut avoir plus grande marge de manœuvre pour le traitement. Enfin, je vais vous présenter un algorithme. Alors, il faut être toujours très prudent avec les algorithmes, parce que comme je vous le disais, on est face à un patient, il faut prendre une décision et c'est toujours dangereux de vouloir absolument tout systématiser, mais il est aussi important d'avoir des documents de référence qui guident, qui orientent la prise en charge. Alors, le document que j'ai choisi et l'algorithme que j'ai choisi est un algorithme qui peut difficilement être discuté. C'est celui qui a été proposé par la Société américaine de rythmologie, la Heart Rhythm Society. Et j'ai choisi de reprendre cet algorithme-là, puisque c'est quelque chose que vous pourrez toujours opposer si jamais on discute le choix que vous avez fait. Alors, quand on est face à un patient chez qui on discute le traitement, ce sera ma dernière diapositive par rapport à l'hydroxychloroquine, et ensuite on pourra discuter de tous ces points. La première chose, c'est d'évaluer déjà d'emblée quel est le risque potentiel du patient. Alors évidemment, il y a des patients qui ont un syndrome du QT long congénital, mais ce n'est pas quelque chose de fréquent. Il y a un certain nombre de patients qui pourront vous dire que
Ils ont eu, de par le passé, des problèmes de QT avec certains médicaments. Ça peut être la cordarone, ça peut être autre chose. Il y a les patients chez qui on associe d'autres traitements qui peuvent allonger le QT, comme certains antirétroviraux ou l'azithromycine. Il y a certains patients qui ont une pathologie cardiaque connue, suivie, puis il y a des patients qui ont une fréquence cardiaque peu lente, une bradycardie à moins de 50 par minute. Et bien pour tous ces patients, on est d'emblée dans une configuration où il y a potentiellement un risque et nécessité d'une surveillance accrue. Si jamais aucun de ces facteurs n'est présent, eh bien, on peut commencer l'hydroxychloroquine sans trop d'arrière-pensée. Par contre, dans un contexte d'infection Covid, eh bien, il faut envisager de faire un électrocardiogramme après une journée pour s'assurer que l'intervalle QT ne s'est pas allongé avec les critères qu'on a pu retenir, plus de 500 millisecondes, et ou qu'il n'y a pas d'extrasystole ventriculaire sur l'électrocardiogramme. Deuxième cas de figure, celui où le patient a un de ces critères, donc c'est un patient à risque, et là, il faut faire un électrocardiogramme avant de commencer le traitement. On effectue l'électrocardiogramme, soit l'électrocardiogramme est rassurant, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'allongement significatif du QT, et là, on peut commencer le traitement. Mais dans ce cas-là, comme le patient a une certaine susceptibilité, il est recommandé de refaire un électrocardiogramme le jour même, dans le contexte d'infection Covid, environ 4 heures, enfin 2 à 4 heures en général, pour vérifier bien qu'on n'a pas un QT qui est allongé à plus de 500 millisecondes ou qu'il n'y a pas eu un allongement du QT de plus de 60 millisecondes. Si jamais on est dans une situation où soit d'emblée on avait un patient avec un QT long, soit on a un patient qui a allongé son QT au cours du suivi alors que le QT est normal ou alors que le QT, que le patient était à haut risque, et bien là, il faut systématiquement demander l'avis d'un cardiologue et il faut voir quels facteurs on peut corriger, notamment une hypocalémie, une hypomagnésémie. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie. Je laisse la diapositive avec l'algorithme et je vous propose qu'on réponde aux questions qui peuvent venir. Alors, il y a un certain nombre de questions. La première, peut-être, est-ce qu'il y a lieu de mettre un patient supposé être à risque, qui n'est pas confirmé Covid, sous hydroxychloroquine? Risque, j'entends par là HTA. Alors là, on est dans une configuration où je pense que ce à quoi il faut revenir, ce sont les recommandations et l'indication qui a été préconisée par les autorités de santé. Alors là, il y a certaines différences dans les préconisations d'un pays à l'autre, et je pense qu'il faut suivre ce que recommandent les autorités de santé du pays dans lequel on exerce. Là, il me semble qu'en Algérie, la politique qui a été choisie et qui me paraît cohérente est de traiter principalement les patients qui ont une forme grave avérée de la maladie. Voilà. Alors, ceci ne signifie pas que dans quelques semaines ou dans quelques mois, si on a des données nouvelles, l'intérêt du traitement en prophylaxie, qu'on soit amené à élargir les indications secondairement, mais ça viendra ultérieurement. Et par rapport à cette information-là, il y a plusieurs études qui sont en cours, notamment une étude en cours à France, à Angers, où il y en a d'autres à Paris, qui visent à voir chez des personnes exposées si le fait de prendre de l'hydroxychloroquine suite à un comptage limite le risque d'apparition de la maladie. Voilà. Très bien. Il y a une autre question concernant le dosage de la troponine et son intérêt pour le suivi des patients sous hydroxychloroquine. On vous entend pas. De la cardiaque possible de la troponine. Vous Oui. m'entendez? Oui, là c'est bon. Oui. Donc, je disais qu'on va reparler dans la deuxième partie de manière un petit peu plus détaillée de la toxicité sur le muscle cardiaque de l'infection du virus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus entre par les voies respiratoires, touche l'appareil respiratoire, mais atteint d'autres organes, le cœur, le foie, le rein. Et au niveau cardiaque, effectivement, on a observé dans les infections sévères qu'il y avait une élévation de la troponine.
et que cette élévation de la troponine a probablement de multiples causes, dont je pourrais présenter, et que c'est un marqueur global de la maladie. Voilà. Donc, il y a une indication à la surveiller, principalement chez les patients hospitalisés. En tout cas, c'est ce qui est fait par une majorité d'équipes, assez précocement, parce qu'on s'aperçoit à la fois que d'emblée, les patients ayant une troponine élevée sont plutôt des patients à risque plus important d'événements, donc il faut surveiller de manière plus rapprochée, indépendamment de l'atteinte respiratoire, et puis à la surveiller aussi de manière dynamique en cours d'hospitalisation, parce que c'est un bon marqueur de gravité de la maladie. Et les patients qui ont une troponine qui monte sont souvent les patients qui ont les évolutions les plus défavorables. Donc à l'hôpital, mais pas de manière ambulatoire. Très bien. Il y a une autre question qui me paraît, qui est toute simple, mais qui me paraît pertinente. Euh, est-ce que c'est l'HTA qui est un risque ou est-ce que ce sont les traitements antihypertenseurs qui constituent un risque pour le patient? Je sais qu'on va traiter dans la deuxième partie, mais en elle-même, c'est assez… Alors c'est compliqué de répondre à cette question-là parce qu'on n'a pas tous les éléments, on peut émettre des hypothèses. Globalement, quand on regarde la sévérité de la maladie chez les patients infectés Covid, on s'aperçoit que dans les formes graves, il y a une surreprésentation de l'hypertension artérielle et de d'autres pathologies cardiovasculaires. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une hypertension que les patients développent une forme plus sévère de la maladie? Je ne pense pas. Ce n'est pas la principale hypothèse qui est formulée. Sans doute, les patients avec les antécédents cardiovasculaires dont une hypertension sont un petit peu plus fragiles. Peut-être aussi qu'il y a un facteur lié à l'âge, puisqu'on sait que clairement, plus on a affaire à une population âgée, plus le risque de développer une forme sévère est importante. Et plus on est âgé, plus on a de chances d'être hypertendu. Et après, en ce qui concerne la question des traitements, là, je pense que c'est vraiment un sujet à part entière et qui est l'objet de beaucoup de questionnements. Je vais en parler un petit peu après. Mais je dirais que de manière très synthétique, je développerai après, on n'a pas d'argument à l'heure actuelle pour penser que les traitements antihypertenseurs, notamment les IEC, sont responsables du développement de formes plus sévères. Très bien. Il y a une question aussi sur l'association avec l'azithromycine. Et plus exactement, est-ce que le risque est, est multiplié en fait, est dû à l'association ou bien, voilà, ou bien c'est complètement indépendant de cette association-là? Chacun d'entre eux a séparément un effet sur le QT qui est significatif. Donc, chacun d'entre eux peut indépendamment être responsable d'un allongement du QT. Et on sait qu'en pharmacologie, en ce qui concerne les allongements du QT, eh bien, les cocktails font souvent assez mauvais ménage, c'est-à-dire que quand on additionne des traitements qui allongent le QT, il y a un effet cumulatif sur la repolarisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner le traitement, mais ça veut dire simplement que dans ce cas-là, il faut suivre le protocole de monitoring le plus rapproché. Et il faut faire plus attention chez un patient avec 2 traitements que chez un patient avec 1 traitement. Alors, vous avez parlé de l'allongement de l'espace QT, mais il y a une question qui dit quels sont les critères au pluriel observés à l'ECG justifiant l'arrêt du traitement par hydroxychloroquine? Je pense que c'est au-delà de l'espace QT, mais voilà. Pour l'instant, les seuls critères qui sont retenus, validés, consensuels, ce sont vraiment les paramètres du QT. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères sur les paramètres de conduction, de repolarisation, dans le sens de la morphologie de la repolarisation. On est vraiment sur la durée de la repolarisation. Après, ça, c'est vraiment l'évaluation très en amont, c'est la première chose que l'on observe. Mais l'autre paramètre, évidemment, si le patient commence déjà à développer une hyperexcitabilité ventriculaire, avec notamment des extrasystoles ventriculaires, souvent, dans ce cas-là, on voit des extrasystoles avec ce qu'on appelle un phénomène R sur T, c'est-à-dire que le QT est tellement allongé que le plus souvent, les extrasystoles tombent au moment de la repolarisation. C'est ça qui déclenche les torsades de pointe. Donc, si vous observez au moment du tracé des extrasystoles ventriculaires, même si le QT est limite ou à une valeur intermédiaire, c'est-à-dire entre la normale et 500, là, je pense que ça incite à la vigilance et à une surveillance attentive du patient.
Très bien. Après, il y a d'autres questions, mais qui sont plus en rapport avec la deuxième partie de la présentation. D'accord. Est-ce qu'on peut... Vous voulez qu'on enchaîne? Ouais, je pense. Comme vous voulez. Mm. Allons-y. Donc, dans cette deuxième partie, je vais aborder ce qu'on a commencé à esquisser, à savoir le lien entre infection Covid et les comorbidités cardiovasculaires, et ce qui en découle, qui est la question de la sécurité des traitements par IEC et les ARTAN, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Et puis j'aborderai pour terminer le versant atteinte du vaisseau, des vaisseaux et la thrombose et les indications d'anticoagulants. Alors, par rapport à toutes ces choses-là, là aussi, je pense qu'il faut être modeste parce que ce sont des choses que l'on découvre à mesure. Et le lien entre pathologie cardiovasculaire préexistante et sévérité de l'infection Covid n'est pas encore clairement élucidé. Ce que l'on sait, c'est qu'il existe une association entre les deux. C'est-à-dire que quand on voit les données des registres en Chine notamment, on s'aperçoit que les patients ayant une infection Covid ont plus souvent un antécédent d'hypertension artérielle ou de maladie cardiovasculaire que la population générale. On sait aussi que quand on répertorie tous les cas d'infection Covid, vous voyez qu'il y a des analyses qui ont été faites avec plus de 40 000 cas, et on s'aperçoit que les comorbidités les plus souvent présentes étaient l'hypertension artérielle, le diabète ou un antécédent de maladie cardiovasculaire. Après, quand on discrimine aussi en fonction de la sévérité de l'infection Covid, notamment si on prend tous les patients Covid et qu'on compare ceux ayant une forme modérée et ceux ayant une forme plus sévère ayant nécessité une hospitalisation, et on s'aperçoit qu'il y a plus souvent un antécédent d'hypertension ou de maladie coronaire chez les patients qui ont développé une forme grave. Et de la même manière, si on prend ensuite les patients hospitalisés, qu'on compare ceux qui ont eu une hospitalisation conventionnelle avec une oxygénothérapie simple par rapport à ceux qui ont été pris en charge en réanimation, eh bien on s'aperçoit que là aussi, il y a davantage d'hypertension et de maladies cardiovasculaires chez ceux qui ont été pris en charge en réanimation. Donc clairement, il y a une association qui existe. Après, une association ne signifie pas forcément causalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que forcément les patients ont ces comorbidités qu'ils ont développé une forme grave. Mais en tout cas, un patient qui a ces comorbidités est probablement un peu plus à risque qu'un autre. Alors pourquoi on peut aussi penser qu'il peut y avoir un lien entre l'infection au Covid et ces manifestations-là? Tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le virus ne va pas cibler uniquement l'appareil respiratoire. Même si c'est le tableau respiratoire qui est au premier plan, il cible aussi le cœur, l'endothélium, l'épithélium intestinal, les reins, un grand nombre de tissus. Donc il s'agit d'une maladie pas uniquement respiratoire, mais aussi cardiovasculaire. Par conséquent, eh bien, il y a un certain nombre d'effets spécifiques qui peuvent se manifester au niveau de l'appareil cardiovasculaire. Alors, on évoquait tout à l'heure l'élévation de la troponine. On observe effectivement chez des patients atteints d'infection Covid, principalement dans les formes les plus sévères, des signes de souffrance du muscle cardiaque et d'élévation de la troponine, qui a vraisemblablement une cause différente, un mécanisme différent. La première chose, on sait que quand il y a une infection, un stress, il y a une demande d'oxygène augmentée et le muscle cardiaque manque d'oxygène, il y a une situation d'ischémie. Les patients qui ont une insuffisance cardiaque peuvent la décompenser aussi. Donc il y a des conditions de stress. La deuxième chose, c'est qu'on sait que quand il y a un problème inflammatoire aigu ou chronique, eh bien, il y a un risque accru pour les patients d'avoir des ruptures de plaques coronaires, de développer un syndrome coronaire aigu ou un infarctus. La troisième chose, c'est que le virus attaque le muscle cardiaque et il y a des formes très bien documentées de myocardite virale associée à l'infection Covid. Un certain nombre de cas publiés et bien documentés en IRM notamment. Et puis, autre élément, c'est que je parlais tout à l'heure de la thrombose, on va en reparler un peu plus après. Et bien, il y a aussi vraisemblablement une atteinte du muscle cardiaque au niveau des petits vaisseaux
responsable de thrombose et du développement d'une souffrance du muscle cardiaque. Si on examine les choses un petit peu plus dans le détail, là, ça concerne davantage les patients hospitalisés. Quand on se pose la question de savoir finalement quand un patient est hospitalisé, quel est son profil évolutif, qu'est-ce qui fait qu'il va développer une forme grave, et qu'on étudie finalement le devenir des patients hospitalisés en fonction de la présence justement d'une élévation de la troponine ou pas, eh bien vous voyez que clairement, les patients avec une souffrance cardiaque ont un risque beaucoup plus élevé de décéder que les patients sans souffrance cardiaque. Et si on examine les choses un petit peu plus dans le détail et qu'on tient en compte de la présence d'une souffrance cardiaque caractérisée par une élévation de la troponine et d'un autre point qui est un antécédent de maladie cardiaque, eh bien on voit que quand on a les deux, c'est là où on a le risque le plus important de développer des anomalies sévères. Et quand on en a juste un des deux, eh bien on a un risque beaucoup plus faible. Donc il y a un effet clairement cumulatif entre le terrain cardiovasculaire, hypertension, maladie coronaire, et en plus la présence d'une élévation de la troponine. Et on a pu montrer aussi que quand on surveille la troponine, comme je vous le disais, chez des patients hospitalisés, eh bien ici vous avez à droite le profil des patients qui ont évolué favorablement. Vous voyez que vous avez une troponine qui peut être un petit peu élevée, mais qui reste en plateau à des niveaux faibles, tandis que dans les formes sévères conduisant à un décès, vous voyez qu'on observe souvent une élévation assez continue de la troponine jusqu'à des valeurs plus élevées. Alors après, on peut se poser la question finalement, et cette question a beaucoup été posée, de la sécurité d'un certain nombre de traitements qu'on donne pour l'hypertension ou pour l'insuffisance cardiaque, à savoir les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARTAN. Alors, d'où viennent ces questionnements, d'où vient cette controverse? Il y a eu la notion que, comme le virus a comme port d'entrée les récepteurs AC2 et que les patients avec ces traitements auraient une surexpression de ces récepteurs liés à la prise du traitement, eh bien, il y aurait davantage de ports d'entrée pour le virus et un risque de développer des formes plus graves. Alors, je vous dis dès à présent que c'est quelque chose qui est très simplement faux. En tout cas, l'essentiel des experts et l'essentiel des sociétés savantes pensent que ce n'est pas le cas. Les récepteurs AC2, donc, qui servent de porte d'entrée au virus, sont les cousins d'une certaine manière des récepteurs AC1, qui sont la cible des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et quand on agit sur l'un, on agit vraisemblablement sur l'autre, mais il est très difficile de savoir ce qui se passe réellement chez des patients. Je vous disais qu'un certain nombre d'experts se sont clairement prononcés pour le sujet. Vous avez un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, donc la revue de médecine la plus prestigieuse, qui a arbitré les choses de manière assez claire sur ce point-là. À la question de savoir, chez un patient avec une infection Covid ou à risque d'infection Covid, faut-il continuer ou faut-il arrêter les IEC et les AA2? Et la réponse était qu'il faut les continuer. Alors, quels sont les arguments pour les continuer? La première, c'est que cette histoire qu'on a vu beaucoup circuler, et notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'il y aurait une surexpression de ces récepteurs AC2 chez les patients traités, est très discutable et probablement fausse. En tout cas, c'est l'avis de la plupart des experts sur le sujet. La deuxième chose, c'est que quand on voit finalement ce qui se passe en cas d'infection Covid avec et sans traitement, notamment dans un certain nombre de modèles animaux, eh bien, on a beaucoup d'arguments pour penser au contraire, il y a même potentiellement protecteur de ces traitements en cas d'infection au Covid. Et puis la dernière chose, c'est que même si on considère que l'effet lié à l'infection est hypothétique, on sait que arrêter ces traitements chez un certain nombre de patients, même si on met à la place un substitut, eh bien, est associé à un effet délétère. Il peut y avoir un rebond d'hypertension, déstabilisation d'insuffisance cardiaque dans les jours suivant l'arrêt du traitement. Et souvent, quand on est dans un contexte d'infection Covid, eh bien, on n'a pas l'impression, on n'a pas l'envie que les patients décompensent en plus sur ce mode-là, parce que ça peut avoir des conséquences délétères. Donc, en conclusion, il y a un grand nombre de sociétés savantes, comme vous pouvez le voir ici, qui ont clairement dit nous recommandons de continuer ces traitements, y compris chez les patients avec des infections Covid sévères. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un consensus sur ce point
et il n'y a pas eu de voix discordante par rapport à cette indication-là. Je vais aborder l'autre point maintenant, qui est celui de la thrombose et des anticoagulants. Alors, le point de départ de cette réflexion était le fait qu'on s'est aperçu assez vite eh bien, que les patients avec des infections Covid, surtout les infections Covid les plus sévères, eh bien, que ces patients avaient souvent des complications thromboemboliques, principalement au niveau des gros vaisseaux, à savoir des phlébites, des embolies pulmonaires. Il y a peut-être même certains cas de thrombose artérielle, ça reste discuté. Mais clairement, le surrisque de phlébite et d'embolie pulmonaire est important. Et chez les patients hospitalisés, il y a quasiment un patient sur 4 qui développe ces complications-là, parfois fatales. Premier patient décédé en France d'une infection Covid et décédé d'une embolie pulmonaire massive. Il y a également de la thrombose, très vraisemblablement au niveau des petits vaisseaux. On y a difficilement accès en routine quand on prend en charge les patients. Et c'est un facteur qui va aggraver la maladie au niveau même pulmonaire, rénal, cardiaque. Et des données autopsiques qui montrent qu'il y a clairement des thromboses dans les petits vaisseaux et même des tableaux de CIVD chez près de 70% des patients admis en réanimation pour une infection Covid. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très fréquent et qui joue un rôle très important dans la pathologie. Alors pourquoi ces thromboses? Là encore, on rejoint au fait que c'est une maladie pas uniquement respiratoire, mais qui touche aussi le vaisseau, notamment l'endothélium vasculaire. Et il y a vraisemblablement un rôle majeur joué par des lésions au niveau de l'endothélium qui tapissent les différents vaisseaux, petits et de grande taille, et qui a pour conséquence le développement d'une thrombose in situ à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi des anomalies de la coagulation, de l'hémostase qui ont été démontrées chez ces patients-là. Et c'est probablement la conjonction des deux qui font que eh bien, la thrombose est un problème majeur, il faut l'anticiper et il faut traiter un certain nombre de patients, notamment ceux qui sont hospitalisés. Alors là aussi, on est dans une situation où on découvre un peu les choses à mesure, où il y a quand même un certain nombre d'experts qui ont essayé, malgré le manque de données existantes, de proposer des recommandations. Moi, je vous présente les recommandations de la Société française de réanimation. Ce sont les mieux documentées, je pense, à ce jour. Et alors, finalement, de manière très concrète, quand on a un patient avec une infection Covid, quelles sont les questions à se poser? Voilà. La première question, c'est, outre le problème respiratoire, les problèmes cardiaques, est-ce que ce patient a un risque de thrombose lié à son terrain? Alors, il y a tous les facteurs que l'on connaît, tout simplement le fait que le patient a pu avoir une phlébite avant ou une complication thrombotique dans son histoire. La deuxième chose qui rentre en compte, c'est la sévérité de l'infection Covid. Plus l'infection est sévère, c'est-à-dire plus il y a besoin de ventiler, d'hospitaliser, de mettre un peu d'oxygène, plus le patient est à risque. Et puis un autre facteur qui est l'index de masse corporelle et le poids. Clairement, il a été montré que l'obésité est un facteur de thrombose et également un facteur de gravité de l'infection Covid. Donc, identifier le niveau de risque du patient. La deuxième chose, c'est la surveillance biologique de l'hémostase. Alors, ça, c'est applicable à tout patient Covid hospitalisé. Ce n'est pas quelque chose qui est proposé ou recommandé en ville dans les formes modernes. Alors, on ne vous entend pas, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si de l'autre côté, vous avez le son. Euh, Alors, on va essayer de voir si c'est un problème technique. Un traitement Ah par voilà, c'est revenu. vapomolécule. Ça s'est de nouveau coupé. Euh, Est-ce que vous nous entendez? Allô? Ouais, Karim, vous êtes parti à un moment, on vous a pas, Ah, ouais. à quel moment? Une bonne minute, je dirais.
Une bonne minute. Bah, je vais reprendre alors rapidement. Ouais. Je vais essayer de repartager. Vous voyez le document ou pas? Non, on voit plus le document. On vous voit, vous, mais on voit pas le Ok. document. Ouais, je crois qu'il y a un petit problème avec Avec le partage d'écran? le document, mais c'est pas grave, je vais terminer en disant les choses. Il ne restait plus qu'une diapositive. Donc le message est que il faut, par rapport au risque de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire, qui est très important, la première chose, c'est d'évaluer le terrain du patient, c'est-à-dire voir s'il a de manière générale un risque important de thrombose veineuse parce qu'il est obèse, parce qu'il a déjà fait une phlébite ou parce qu'il a une infection Covid sévère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut se poser la question d'une indication éventuelle un traitement anticoagulant chez ces patients au bout de ces éléments. La troisième chose, c'est qu'il faut surveiller les paramètres d'hémostase chez les patients hospitalisés, pas en ambulatoire, mais chez les patients hospitalisés, il faut faire des bilans de coagulation réguliers. Et puis la dernière chose, le quatrième point, c'est que si les patients ont une infection Covid, il faut essayer d'arrêter dans la mesure du possible les médicaments qui peuvent favoriser la thrombose, la conception autoprogestative par exemple. Et si on constate qu'un patient a un état respiratoire qui se dégrade rapidement, il faut penser au diagnostic d'embolie pulmonaire. Alors après, de manière très concrète, quand vous avez un patient avec une infection Covid, quelles mesures en pratique proposer pour gérer le traitement anticoagulant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations qui ont été établies à l'heure actuelle concernent principalement les patients hospitalisés. Et je pense qu'il faut faire preuve de bon sens pour les patients en ville. C'est-à-dire qu'un patient Covid pris en charge de manière ambulatoire, qui a des signes d'atteinte respiratoire modérée, s'il est obèse, s'il a un antécédent de phlébite, chez ce patient qui de toute façon sera vraisemblablement alité à son domicile, il y a une indication assez raisonnable à proposer un traitement, une thromboprophylaxie par une héparine de bois moléculaire avec une injection par jour à dose préventive. Si le patient est hospitalisé parce qu'il a besoin d'oxygène, s'il a une forme avec une atteinte respiratoire modérée, on pourra soit proposer là aussi une héparine de bois moléculaire à dose préventive s'il n'a pas de facteurs de risque associés, mais s'il a des facteurs de risque associés, c'est-à-dire que s'il est obèse, s'il a déjà fait une thrombose, là on propose habituellement une dose d'héparine un peu plus importante, c'est-à-dire la dose préventive, mais 2 fois par jour. En général, l'enoxaparine, 4000 unités toutes les 12 heures. Et ensuite, il y a le cas de figure où les patients ont vraiment des formes sévères, où ils ont une ventilation mécanique sévère, c'est plutôt les patients de réanimation. Là, on peut avoir une indication à donner de manière systématique une anticoagulation à dose curative. Voilà, ce sont des patients quand même assez particuliers. Mais pour des patients en ville, il faut retenir que si le patient est obèse, s'il a déjà fait une phlébite, s'il a un risque de phlébite, il ne faut pas négliger un traitement préventif à une dose préventive d'héparine de bas-moléculaire. Voilà, j'ai terminé avec la partie thrombose. Je pense que je peux passer aux questions. Merci, parce que c'était assez complet et très intéressant. Alors, il y a effectivement beaucoup de questions. C'est vrai que sur la fin, parce qu'il y a des demandes pour voir les slides, alors je ne sais pas si on pourra diffuser les slides par la suite, mais on pourra en parler et voir si c'est possible. Auquel cas, on va recueillir les adresses email des participants et Oui, voir. oui, je peux poser. OK. Alors, beaucoup de questions. Donc, si on a bien compris, donc, il ne faut pas arrêter les traitements euh, antihypertenseurs et suivre le patient. Mais alors, l'une des questions, c'était parce qu'on a parlé des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on a parlé des ARA2,
Mais on n'a pas parlé des bêta-bloquants. Y a-t-il des cas rapportés également avec les bêta-bloquants, enfin des discussions portant sur cette classe thérapeutique? Non, vraiment pas. L'argumentaire repose vraiment sur les récepteurs AC2 et les inhibiteurs du système rénine-angiotensin. Mais il n'y a pas de point qui a été soulevé avec les bêta-bloquants. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème avec les IEC, qu'il n'y a pas de problème avec les autres antihypertenseurs ou les autres traitements à visée cardiaque en général. Très bien. Il y a des questions également sur la grossesse et la situation de prééclampsie et l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans ce cas. Alors là, on est vraiment sur des situations très particulières, souvent dramatiques, hein. Je pense que là, on est vraiment sur des décisions au cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut évaluer le risque au plan respiratoire ou en ce qui concerne la sévérité de l'infection Covid chez la personne qui est atteinte et évaluer le bénéfice potentiel du traitement à partir des données dont on dispose. Et il est difficile de dire de manière générale, il faut faire ceci ou cela. Je pense que ça repose vraiment sur une prise en charge individuelle chez les patients donnés. Après, il y a pas mal de questions émanant de médecins internistes et généralistes. Donc, par rapport à l'utilisation de l'hydroxychloroquine, on y revient, en particulier chez les patients qui ont des pathologies chroniques et le recul qu'ils ont par rapport à leur propre expérience, très peu d'effets secondaires. Et donc, il y a des questions qui portent sur justement la spécificité de ces pathologies au regard des problématiques de vascularite. Est-ce qu'il y a une attitude à avoir dans ce cas-là? Je ne pense pas qu'il y ait d'attitude spécifique par rapport à ça à proposer. Là, pour l'instant, malheureusement, on est toujours dans une situation où on navigue un petit peu à vue, c'est-à-dire qu'on a des données par rapport à la population générale et on a déjà du mal à les obtenir. Les informations qu'on aura par rapport à des pathologies plus spécifiques, moi, je suis responsable d'un centre de référence de cardiomyopathie génétique, par exemple, et on a des raisons de penser que ces patients sont plus à risque, mais on a beau essayer de recueillir le maximum de données, on n'a pas vraiment d'informations par rapport à ce sous-groupe bien précis. Donc, il est très difficile, dans une sous-population de données, de donner des recommandations. Je travaille à Cochin dans un hôpital où il y a un gros service de médecine interne et un centre de référence notamment pour les vascularites. Et mes collègues, à ma connaissance, n'ont pas proposé de protocole spécifique pour ces patients-là et je ne suis pas sûr même qu'ils aient pu observer un certain nombre de cas d'infection Covid chez leurs patients. Donc, c'est vraiment très difficile de donner des recommandations dans des populations comme ça très particulières. Alors, vous avez présenté les mécanismes d'action, mais il y a une question qui est surprenante, mais qui peut être pertinente également. Est-ce qu'il y a un effet protecteur des ARA2? Est-ce qu'on a observé un potentiel effet protecteur? Alors, très simplement, les conséquences de l'utilisation des ARA2 et des IEC en ce qui concerne l'expression des récepteurs AC2 est proche. Et à la question de savoir, on s'est posé la question, y a-t-il un effet délétère? Il y a même... Oups, là on n'entend plus. On ne vous entend plus, Karim. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vous étiez sur l'effet délétère potentiel. Donc la question qu'on se posait sur l'effet délétère des ARA2 et la question c'était sur un potentiel effet protecteur. Allô? Oui, là je vous entends. Ouais. Oui, donc je pense que je disais que je pense que les conséquences des IEC et des ARA2 en ce qui concerne l'expression de ces fameux récepteurs AC2 sont proches. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison de penser qu'il y ait une réponse Non, là on différente vous des entend. IEC aux Ouais. ARA2. Effet délétère. Et cette controverse, en fait, n'était pas vraiment une controverse scientifique, hein. Je pense qu'il y a vraiment eu un consensus général pour dire qu'il n'y a pas de problème. Après, il y a même un essai qui est en cours
visant à évaluer l'effet bénéfique de ces traitements. Donc, il est même possible, certains experts pensent, qu'il y a potentiellement un effet protecteur de ces traitements-là. Très bien. On revient un peu à l'hydroxychloroquine et l'allongement de l'espace QT. Est-ce qu'il y a un effet dose dépendant de l'hydroxychloroquine? Alors, très vraisemblablement, mais euh, les recommandations qui ont été apportées, les protocoles qui ont été proposés, l'ont été faits pour des doses données. Donc, on est sur des traitements évidemment plus courts que ceux qu'on utilise habituellement pour les pathologies, notamment inflammatoires chroniques, et on est à des doses supérieures. Même là, il y a potentiellement un effet, enfin, même pas qu'on a des raisons de penser, c'est quelque chose qui est avéré, un effet significativement plus important au niveau de la repolarisation. C'est ce qui incite aussi à cette vigilance, d'autant plus que eh bien, le virus, lui, n'agit pas spécifiquement au niveau, n'influence pas l'intervalle QT, l'infection par le virus, mais crée potentiellement une certaine susceptibilité peut-être pour développer des arythmies, qui est un peu un principe de précaution qui a été proposé notamment par les équipes qui sont spécialisées dans la prise en charge des syndromes du QT long congénitaux. Alors, ce qui fait une transition avec une question qui va également dans ce sens. Quid des patients qui sont sous antiarythmiques, Covid+, et potentiellement donc éligibles au traitement par hydroxychloroquine? Alors, tout dépend quel antiarythmique, je dirais, et tout Flécaïne dépend aussi de l'occurrence. Ouais, l'indication de traitement ouais. antiarythmique. Alors, la flécaïne a un effet pro-arythmogène dans un certain nombre de situations au niveau ventriculaire. Alors là aussi, je me garderais bien de dire de manière générale qu'il faut faire ceci ou cela chez tous les patients traités par flécaïne, mais je pense que clairement, face à un patient donné, surtout dans un contexte d'instabilité relative, à partir du moment où on va donner un traitement qui est potentiellement arythmogène chez un patient qui a un autre traitement potentiellement arythmogène dans un contexte de souffrance cardiaque, il faut se poser la question de l'indication du traitement. Mais clairement, sont vraiment des décisions individuelles au cas par cas. Mais je dirais que de manière générale, je ne serais ni pour l'utilisation systématique, ni pour l'arrêt systématique, mais c'est une question qu'il faut se poser. Et à titre personnel, je n'hésiterai pas à arrêter la flécaïne chez un certain nombre de patients à haut risque d'arythmie ventriculaire et que je dois utiliser l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Très bien. Alors, la même question pour la cordarone. Alors pour la cordarone, les choses sont un petit peu différentes pour plusieurs raisons. La première chose, et on sait que la cordarone est l'un des rares médicaments pour lequel, malgré un allongement du QT, il n'y a pas d'effet pro-arythmogène. Les mécanismes d'action ne sont pas le même. On n'a pas les mêmes critères pour arrêter le traitement chez quelqu'un sous cordarone. La deuxième chose, c'est qu'en général, comme quand on donne de la cordarone à un patient au long cours, c'est parce qu'il y a une vraie indication à le prendre et où on accepte les effets secondaires du traitement au long cours parce qu'on pense que le bénéfice est important parce qu'il a potentiellement notamment des arythmies sévères. Donc je serais moins enclin à arrêter la cordarone chez ces patients-là, mais il faut quand même être vigilant aux valeurs de QT, c'est-à-dire que la sensation qui est à 500 millisecondes sans cordarone ou un tout petit peu plus de 500 millisecondes sans cordarone, je discuterai vraiment l'indication du traitement. Il faut vraiment qu'il y ait un bénéfice important à en attendre. S'il y a 500 millisecondes aux mêmes valeurs avec un traitement par cordarone et un QT qui était déjà un peu limite, je serais moins enclin à arrêter le traitement parce qu'on a quand même moins d'arguments pour penser qu'on est dans une situation arythmogène. Donc une plus grande tolérance peut-être que pour la flécaïne. Très bien. Et puis, alors, il y a beaucoup de questions sur l'effet du virus sur l'hémoglobine, parce qu'on a vu effectivement défiler sur les réseaux sociaux une théorie sur la liaison potentielle entre le virus et le fer, stress oxydatif, et on a vu qu'il y avait pas mal de travaux sur fer et cœur également. Quelle est votre position sur la question? Alors, je n'ai pas vu de données montrant un lien de ces problématiques-là avec le cœur.
ces thèses qui ont pu être soulevées pour expliquer l'atteinte cardiaque, et il y en a déjà beaucoup, hein, entre la myocardite, l'ischémie relative, la rupture de plaques, la microthrombose. On a déjà beaucoup de choses pour expliquer l'atteinte cardiaque, mais je n'ai pas vu de données à la fois chez l'animal publié ou chez l'homme en faveur d'un effet cardiaque via ce mécanisme-là. Très bien, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Alors, il y a une question, il y a une autre question un peu liée également à la controverse liée aux AINS, puis le fait de contre-indiquer systématiquement l'ibuprofène, ça a été dit et redit. Est-ce que ça reste toujours justifié? Alors là aussi, on est sur des données cliniques préliminaires et on a effectivement l'impression traitements par anti-inflammatoires non stéroïdiens ont un effet délétère et pourraient favoriser le développement de formes plus graves de la maladie. Donc, à l'heure actuelle, on préconise de manière systématique dans les syndromes pseudo-grippaux ou dans les diverses manifestations qu'il peut y avoir liées au virus, au plan respiratoire, ou de ne pas utiliser les INS et d'utiliser des antalgiques simples de type paracétamol. Et clairement, ça correspond à des pratiques qui sont très généralisées maintenant. Et enfin, par rapport aux corticoïdes, donc en particulier pour les patients qui sont traités au long cours pour des pathologies chroniques. Alors ça, c'est très compliqué parce qu'on a des données assez contradictoires. Parce que dans la maladie, enfin dans le cadre de l'infection Covid, il y a des mécanismes assez différents qui rentrent en compte. Il y a une première phase qui est vraiment la phase liée à, je dirais, l'atteinte directe par le virus. Le virus infecte un certain nombre de tissus et crée un certain nombre de dommages. Et puis, il y a ensuite une phase liée à la réponse immunitaire, à la fois humorale et cellulaire. Et il y a ce qu'on appelle un orage cytokinique qui peut expliquer un certain nombre de dégradations, parfois chez des patients jeunes, même sans comorbidité, autour du 8e jour. Il semble, ça ce sont quelques informations que l'on a chez quelques patients traités par immunosuppresseurs au long cours. On a eu ça beaucoup, notamment chez des patients de médecine interne ou suivis pour des pathologies musculaires sous immunosuppresseurs, que probablement pourrait y avoir un effet bénéfique sur cette deuxième phase, la phase de rebond immunitaire. Et que finalement, peut-être qu'un certain nombre de patients seront moins enclins à développer une forme immunologique avec une réponse immunitaire délétère. Après, l'effet délétère sur la phase initiale, ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Peut-être qu'il y a des patients sous immunosuppresseurs qui vont avoir une phase virale beaucoup plus importante, avec des conséquences plus importantes que l'on ne voit pas. Mais en tout cas, on a vu des patients à la deuxième, moins développés peut-être la deuxième phase sous ces traitements-là. Très bien. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. En tous les cas, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Si on devait résumer en 2 mots, que ce soit sur l'hydroxychloroquine ou sur les facteurs de risque potentiels liés à l'HTA et au traitement, qu'est-ce qu'on pourrait dire en quelques mots pour... Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de l'hydroxychloroquine, mais qu'il faut l'utiliser de manière vigilante et appropriée, et que les principaux problèmes qu'on a pu observer, puisqu'il y en a eu en France, étaient beaucoup liés à médication ou à des utilisations non appropriées. Donc ne pas avoir peur, l'utiliser, mais en respectant les préconisations qui ont pu être proposées. Après, pour les IEC et les AA2, il y a un consensus général au niveau mondial pour dire qu'il faut les continuer. Donc sans arrière-pensée, vous pouvez les continuer. Et en ce qui concerne la thrombose, faire très attention si les patients hospitalisés. Là, clairement, c'est un problème majeur. Et en ambulatoire, au cas par cas, chez les patients qui ont par ailleurs des facteurs de risque de thrombose, obèses, antécédents thromboemboliques. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, on a commencé
avec un petit nombre de participants, mais là, on est pratiquement à 300 participants, donc je pense que ça a C'est intéressé, bien. ouais, ça a intéressé beaucoup, beaucoup de monde et j'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions. Alors, c'est un rendez-vous qui va se renouveler toutes les semaines avec des thématiques qui vont être différentes. Puisqu'il y aura une thématique qui sera consacrée à la gynéco, et puis on parlera également de l'état de l'art par rapport aux essais cliniques dans cette indication-là. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Merci encore, professeur Wabi. Merci à Merci au vous. Au revoir à laboratoire tous. Mérinal d'avoir organisé ce webinaire, et puis au plaisir de vous revoir tous. Au revoir. Au revoir.